Hello and welcome to all at this session. I am Pierre Guettaz, President of Business Europe and President of Radial, an European interconnect component company. In 2019, the EU had 16.4% share in the world trade on goods and services, still ahead of the United States, 13.7%, and China, 13%. The EU has although the largest network of free trade agreements in the world, covering over 70 countries, and this helps making our products and services more competitive around the world. But liberalization does not mean trade without rules. We need a level playing field to ensure that our companies are able to compete with companies from other countries that many times don't have the same high standards as the EU in key areas like climate change, for instance. Our position at Business Europe is clear. Europe should stay open to foreign investments, including for the funding of infrastructures. This comes with 4 conditions. First, of course, we should be vigilant regarding industrial conquest strategies that are sometimes quite aggressive from our competitors. This is especially the case in strategic sectors such as defense, telecommunications, and green technologies. The EU should in particular strengthen its trade defense instruments regarding the subsidized foreign firms. Second, the priority for the EU is to strengthen its own technological capabilities. In order to fulfill to do so, the EU with the member states should do more, in particular when it comes to public-private co-finance R&D. The investments that are made today will ensure the competitiveness of our future infrastructures. Third, the EU should set up funding mechanisms allowing technological startups and SMEs to grow up. At last, regarding our trade transactions and technological partnership, we ask the following of our international partners. 1. Transparency in trade. 2. A balanced partnership and compliance with international rules, in particular WTO rules. Certain production might come back to Europe, but we need to remain open and explore the opportunities that we have in fast-growing markets around the world. Let's not forget that 90% of growth is expected to take place outside Europe. Therefore, protectionism is not a solution, but the EU should be less naive. First, producing in Europe should stay efficient and competitive. In that regard, the EU should be careful not to aggravate the already heavy normative system that burdens European companies. Second, corporate taxes should not get higher, but on the contrary, get lower, in order to keep in line with international standards. Third and last condition, the priority should be given to lifelong learning for European citizens, and in particular for our youth, including as well apprenticeship, which constitutes one of the key pillars for the success and resilience of the German, Austrian and Swiss economies. Toujours en direct du Palais Brongniart pour ce grand événement, l'IDAT DigiWorld Summit 2020. Donc c'est un plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui des invités de marque que je vais vous présenter immédiatement. Jean-Marc Olagnier, bonjour. Vous êtes CEO Europe d'Accenture. Frédéric Oudéa, vous êtes directeur général de la Société Générale. Jean-Luc Alavena, vous êtes quant à vous président fondateur d'Atlantis Investors. Et Anne Bouvreau, bonjour. Vous êtes quant à vous présidente du conseil d'administration chez
Technicolor. Alors on l'a vu, la crise économique provoquée par la crise de la Covid bouleverse la situation des acteurs économiques qui cherchent à s'adapter à cette nouvelle donne qui est quasiment inédite. Comment faire face à ces nouveaux enjeux? Comment aborder ces changements en termes d'emploi, d'investissement dans l'avenir? Sommes-nous capables, j'ai ajouté encore, mais sommes-nous capables de penser un projet industriel, ambitieux, européen, basé sur le digital, le numérique et la transition écologique? Comment gagner en compétitivité? Pour y répondre, justement, ma première question, eh bien, elle s'adresse à vous, Madame Bouvreau. On l'a vu dans l'actualité, les grands groupes sont contraints de mettre en avant des politiques de restructuration dans le cadre de réduction de coûts, des choix qui entraînent souvent des suppressions de postes, d'emplois. Si la crise de la Covid-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance, comment voyez-vous l'avenir chez Technicolor? Merci beaucoup. D'abord, Technicolor, c'est quoi aujourd'hui? Parce que quand on pense Technicolor, on pense à la colorisation des films. Aujourd'hui, ce sont plutôt des effets visuels pour les films, comme par exemple le dernier Roi Lion qui est complètement digital, ou les effets spéciaux des films d'action. Et c'est aussi un fournisseur de box Internet et câbles. Alors Technicolor, oui, c'est une entreprise internationale, mondiale, qui avait des problèmes même avant la crise Covid-19, mais qui bien sûr les a renforcés. Alors moi j'ai pris la présidence du conseil d'administration au milieu de l'année dernière, et avec le conseil d'administration, nous avons nommé un nouveau directeur général à la fin de l'année dernière, Richard Motte, un spécialiste de la transformation d'entreprise. Et dès qu'il a été nommé, il est arrivé juste avant cette crise que nous ne connaissions pas au moment où nous l'avons nommé. Mais il a lancé un plan très important de réduction de coûts. Il a restructuré la dette. C'est vraiment des choses qu'il fallait faire pour la survie de l'entreprise. Et aujourd'hui, écoutez, j'ai l'impression que doucement mais sûrement, nous sommes en train de commencer à remonter la pente. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de s'assurer que les entreprises continuent à vivre et puissent se développer dans leur métier à potentiel en prenant en compte l'histoire d'où elles viennent et leurs forces et leurs faiblesses. Quels ont été vos choix justement pour insister sur ce plan de relance ? Alors, chez Technicolor. Oui, le métier, le domaine dans lequel il y a le plus de potentiel, c'est clairement ce domaine des effets visuels, qui est un domaine de créativité à la fois informatique et juste de créativité. Vous voyez, par exemple, on parlait du Roi Lion, le dernier film qui est sorti. J'ai dit que c'était un film 100% digital. En fait, c'est pas vrai. La première image, qui est un paysage de savane, c'est une vraie photo. Mais c'est la seule. Toutes les autres, c'est purement un film de synthèse avec des animaux qui parlent, etc. Le film 1917, dont on a l'impression que c'est un immense travelling qui suit le protagoniste, le héros, pendant tout le film, tout ça, c'est des effets spéciaux qui rendent ça possible. Et ça, on en est particulièrement fiers parce que c'est un Français, Guillaume Roucheron, qui a gagné l'Oscar des effets spéciaux cette année pour ce film. Donc c'est un domaine à potentiel avec le développement de toutes les plateformes, Netflix, Disney+, les plateformes françaises aussi. Mais c'est aussi un domaine en pleine transformation. Mais c'est un domaine dans lequel la France particulièrement a des atouts, parce que cette capacité à conjuguer l'informatique et la créativité avec l'école des Gobelins, avec tout un tas d'autres écoles de formation en France, c'est un domaine dans lequel les Français excellent. Et il y a toute une industrie cinématographique, de séries autour, qui est aussi très forte. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser dans cette direction-là. Donc investir dans le futur. Jean-Marc Aulagnier d'Accenture, je vous voyais sourire justement quand on parlait du Roi Lion. Non. Je rappelle mon enfance, qui n'est pas si vieille que ça. Voilà. Alors on voit qu'il y a quand même des opportunités, hein, quand on entend Madame Bouvreau parler des perspectives pour Technicolor. On voit quand même qu'on peut encore se projeter, hein, sur l'avenir. Oui, tout à fait. Il faut, parce que
Cette expérience des 6 derniers mois a été tout à fait exceptionnelle pour nous en tant que dirigeants d'entreprise. Je me souviens, quand le 11 mars, on a déclaré cette pandémie mondiale, je ne sais pas combien d'entre nous connaissaient le Covid, mais probablement pas grand monde. Et puis, quand on regardait les bouquins de management, personne ne parlait de comment gérer une pandémie mondiale quand on gère une entreprise. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Peut-être que pour la prochaine fois, on saura. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été une école assez pragmatique, en fait, comme beaucoup d'entre vous. On a d'abord été très focalisé sur la sécurité de nos employés, sur la continuité de nos activités, ce qui nous a quand même pris tous pas mal de temps. Puisqu'il fallait quand même s'assurer de tout ça. Et on avait cette responsabilité en tant que chef d'entreprise. La bonne nouvelle, et je crois qu'on l'a tous appris ces derniers mois, c'est le potentiel des outils numériques a été sûrement bien plus important que ce qu'on pensait. C'est incroyable ce qu'on a pu faire dans ces 6 derniers mois. Moi, j'ai acheté des entreprises, j'ai investi sur des projets importants, j'ai signé des gros contrats, j'ai fait bouger un certain nombre de choses, et tout ça de manière virtuelle. On m'aurait dit avant, j'aurais sûrement dit oui, je pense qu'on doit pouvoir faire beaucoup de choses. Mais là, le fait qu'on ait pu le faire avec un écosystème de grands clients, de gouvernements, je pense que c'est tout à fait exceptionnel et ça a été sûrement pour moi le grand enseignement de cette période, qui est toujours d'actualité, parce qu'on est toujours, avec en plus la résurgence de la pandémie en Europe et aux États-Unis, on est toujours focalisé sur ces sujets-là. Mais je trouve que depuis l'été, et c'est ça qui est tout à fait enthousiasmant, je pense, pour la suite, c'est que même si on est toujours dans la gestion de la crise, parce que la crise n'est pas terminée, il faut quand même être clair sur la situation, on est quand même beaucoup plus dans le monde d'après, en se disant, de toute façon, cette crise, elle est là, on va la gérer, mais il y aura un monde après la crise. Et je pense que les entreprises, et en tout cas nous, en tant qu'entreprise, on commence à se positionner plus sur le monde d'après, en se disant... Chaque crise a une opportunité et il faut qu'on arrive à trouver cette opportunité. Alors moi, ce qu'on voit, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de nos grands clients, c'est qu'effectivement, le monde d'après sera plus numérique, ça c'est clair, probablement plus écologique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on applique ces principes dans notre métier à nous, mais aussi chez nos grands clients, on envisage des transformations relativement importantes dans le sens où il y a une accélération de tout ça qui se passe. Et si je prends des exemples sur lesquels on travaille concrètement, le secteur de la santé va être complètement bouleversé par les technologies numériques. Nous, on accompagne nos clients aujourd'hui pour accélérer les tests, pour accélérer la mise au point de médicaments. Le numérique joue un rôle considérable et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Ça nous crée des projets motivants et enthousiasmants. Mais je le vois dans le secteur de l'automobile où la voiture connectée, la mobilité électrique est en train de complètement changer cette industrie. Et il y a pareil des projets intéressants parce que le numérique joue un rôle aussi plus important. On le voit dans le secteur industriel. La manière de créer des produits, la manière de faire le développement industriel de ces produits, de le distribuer. Beaucoup de numérique est aussi et joue un rôle le plus important. Pareil dans le secteur du commerce. Enfin, je peux ajouter les exemples. Et ça crée des options de transformation qui, à mon avis, vont être très importantes. Moi, je pense qu'on va être dans les 10 ans qui viennent, qui vont probablement devenir les 5 ans qui viennent, dans un monde de réinvention de beaucoup des différentes industries à travers le monde. Et c'est ça qui est enthousiasmant et c'est ça là-dessus qu'on se positionne pour essayer de se dire, certes, on va gérer cette crise, on va continuer, on va faire tout ce qu'il faut, mais on va surtout commencer à parler du monde d'après, en interne et avec nos grands clients à travers le monde, parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va nous permettre de faire en sorte que l'Europe, puisqu'on reviendra sur ce sujet-là, fasse les bons choix pour pouvoir être performant dans ces industries du futur qui vont se développer. Et justement, cette transformation, elle va devoir se faire avec le secteur bancaire. On est bien d'accord, hein, Frédéric Oudéa? Oui, c'est souhaitable, en tout cas si on veut avoir encore des économies et des entreprises qui fonctionnent. Et moi, je serais très en ligne avec ce que disait Jean-Marc. D'abord, sur la gestion de la crise, ça a été une mobilisation extraordinaire. Et nous avions, nous, à rester en fonctionnement, puisqu'il fallait accompagner les entreprises. Et je vous rappelle, notamment en France, déployer ce nouveau dispositif de PGE, 120 milliards, plus de 120, maintenant près de 130 milliards, et un 6e pour la Société Générale, à distribuer en quelques semaines, à mettre en place. Bref, ce fonctionnement s'est fait, et c'est vrai qu'évidemment, à cette occasion-là, on a vu des nouvelles manières de travailler, mais partout dans le monde, pas seulement en France, en Inde, partout dans le monde, ça a fonctionné, et c'est vrai qu'on va en tirer des conséquences. Alors sur le fond, je pense qu'effectivement, il faut se dire qu'il y aura, et j'en suis très convaincu, un monde d'après, et peut-être que 2021, de ce point de vue, sera une année plus positive. Il faut que dans nos têtes, on tourne la page de cette année difficile, exigeante.
Et c'est vrai que c'est un monde qui va accélérer des tendances. Alors le digital, c'est évidemment très 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 présent dans la banque, et ça va s'accélérer. C'est complètement évident. Et puis oui, la transition énergétique, parce que aussi d'abord les attentes des clients, des investisseurs. On sent que le mouvement qui était là avant va prendre de l'ampleur. Et puis aussi parce que tous les plans de relance publique, beaucoup de l'argent public va être fléché à destination de ces projets. Et je pense que de ce point de vue, plus que jamais, pour nous, quand on pense à notre nouveau plan stratégique, ces deux dimensions sont fondamentales. Et les banques vont avoir un rôle clé à jouer parce qu'au-delà d'avoir été pompiers, elles vont avoir à accompagner la sortie de crise. Toutes les entreprises et certaines d'entre elles dans toutes les remédiations possibles, que ce soit sur le marché ou à travers de nouveaux instruments déployés par la puissance publique. Aider l'Europe aussi à mettre en place l'argent. Il faut savoir qu'il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire maintenant, l'Europe émet de la dette. Et va émettre des milliards de dettes. Nous, on a participé à l'émission de dette verte de l'Europe, la première. Et puis ensuite, il va falloir, mais là aussi on va parler d'Europe dans quelques instants, terminer la construction du système financier, et c'est relié à vos thèmes de souveraineté. Dans ce monde de tension entre grandes puissances, qui va rester, il faut que l'Europe s'affirme, et le système financier est évidemment un des enjeux de souveraineté à venir. Alors oui, justement, on souhaitait justement avoir, peut-être, vous souhaitez rebondir sur les propos de M. Oudéa, sur la nécessité de réaffirmer aussi un champ européen suffisamment fort, parce que d'un côté, il y a les États-Unis, de l'autre côté, la Chine. Comment justement les fonds d'investissement peuvent participer à la création de pôles industriels suffisamment forts et européens? D'abord, je suis très heureux que vous nous fassiez une petite place, parce qu'à côté des grandes banques, des grands groupes, les fonds sont souvent ceux qui sont les moins connus. Non, c'est vrai, c'est tout simplement parce que nous nous effaçons derrière les entreprises que nous finançons ou dans lesquelles nous investissons. Bien sûr, ils ont un rôle à jouer. Si vous regardez la multiplication à peu près par 10 en une dizaine d'années des capitaux gérés par les grands fonds, alors on appelle toujours ça private equity, en fait, ce sont des plateformes beaucoup plus larges qui aujourd'hui, bien sûr, amènent du capital aux entreprises, mais aussi du financement, tout type de dette qui investit dans des actifs réels comme dans des entreprises opérationnelles. Toute cette classe d'actifs n'a cessé de croître. Bien sûr, elle travaille en partenariat avec tout le monde, avec des banques qui la conseillent, qui la financent, mais aussi auxquelles les fonds apportent des opérations, avec des groupes, quelquefois dans des situations difficiles. Technicolor vient de passer par une partie de restructuration financière, et des fonds ou d'autres investisseurs y ont contribué. Donc, premier point, il y a une place, bien sûr. Et cette place n'a cessé d'augmenter. Et je pense, si on regarde les 10 ans qui sont devant nous, ça va continuer à être le cas. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une dimension européenne, ou est-ce que, bien sûr, ce métier, comme vous le savez, c'est un métier jeune et qui a principalement comme origine les États-Unis. Tous les fonds, Apollo, que je représente, ou Blackstone, ou KKR, ou beaucoup d'autres, ont une origine il y a environ 4 décennies aux États-Unis. Apollo vient de fêter ses 30 ans cette année. Ça veut dire que ce métier, qui est d'origine très anglo-saxonne, américaine, a vu créer il y a 15-20 ans des équipes en Europe qui, elles aussi, ne cessent de croître. Le capital levé en Europe ne cesse de croître. Il y a donc une influence grandissante. Et surtout, une pédagogie qui s'est faite au fur et à mesure, parce que les fonds ont montré qu'ils apportent bien plus que de l'argent. Il y a de la méthode, il y a la gouvernance, il y a du savoir-faire, il y a la capacité de croître. Il y a une dizaine de paramètres qui peuvent amener des entreprises à décider d'avoir des grands fonds d'investissement dans leur capital. Donc pour nous, c'est moins ce monde d'après. Évidemment, la réaction pour nous à la crise a été un peu différente. Nous sommes à la limite avec un critère inversé, très peu de monde avec beaucoup de capital à gérer. Donc la réorganisation des équipes dans les 8-9 derniers mois a été relativement simple. Ce sont des équipes qui travaillent énormément, qui sont légères, qui peuvent très bien travailler tout endroit. Tous les moyens de communication qui sont à disposition aujourd'hui ont permis de continuer à faire notre métier. Ce sont des secteurs nouveaux aussi, bien sûr, dans lesquels nous pouvons investir. Mais le monde qui vient, c'est un monde dans lequel, à mon avis, pour nous et dans nos métiers d'investisseurs, il y a un rôle croissant à jouer. Et puisqu'on parle beaucoup aussi de raison d'être des entreprises, je pense qu'on a plus que jamais trouvé notre raison d'être. C'est-à-dire la raison d'être de ces fonds, c'est de donner aux entreprises
les moyens de se financer, de se développer et d'être à leur côté dans les périodes de difficulté. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un avenir favorable devant nous dans ces métiers-là. Bien sûr, s'y ajoute l'énorme liquidité dont nous disposons tous sous différentes formes et qu'il faut aujourd'hui arriver à investir. Oui, parce que l'argent circule. Même si l'économie s'est arrêtée, l'argent continue de circuler. Donc notre métier a continué à être exercé. Une réaction, monsieur Oudéa? L'argent ne s'est jamais arrêté de circuler, heureusement. Non, mais si vous voulez, heureusement qu'on a cette crise sanitaire hors norme, une crise économique évidemment à la clé. La bonne nouvelle, c'est que les systèmes financiers ont fonctionné. Et heureusement, parce que ça a quand même certainement limité les impacts économiques. Justement, on va essayer de se projeter vers l'avenir de tous ces investissements. À quoi va ressembler justement l'industrie impactée par cette nouvelle révolution industrielle? Je me tourne vers vous, Jean-Marc Olagnier. Quelles seraient les perspectives? On sait qu'il y a le numérique, le digital, vous parliez du CARE aussi. Comment faire pour que l'Europe puisse acquérir une réelle souveraineté? On a eu Pierre Gattaz juste à l'instant qui parlait. Effectivement, je pense qu'on a une certaine régionalisation du monde. Donc il est important que dans un monde qui reste quand même globalisé, ça fait 30 ans qu'on globalise le monde, donc on va parvenir à un monde déglobalisé immédiatement. Mais enfin, néanmoins, il y a une reconnaissance que les grandes régions économiques ont un rôle très important à jouer dans ce monde du futur. On voit qu'il y a un modèle chinois, il y a un modèle européen, il y a un modèle américain. Il ne faut pas chercher à dire que c'est la même chose, ce n'est pas tout à fait la même chose, et c'est très bien comme ça, mais du coup, ces plaques géographiques ont un rôle à jouer dans, certes, la relocalisation de certaines activités. On a beaucoup parlé de ça comme une priorité à très court terme, parce que c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'éléments de souveraineté. On a parlé de la souveraineté numérique avant, mais souveraineté sur le secteur de la pharmacie, du secteur agroalimentaire, du secteur des équipements, qui est un sujet sensible qui a été mis en avant et sur lequel les Européens et les pays, les différents pays à travers l'Europe sont en train de regarder. Nous, on a travaillé avec le gouvernement français qui a fait état d'un certain nombre d'enjeux de relocalisation pour se préparer à ce monde de demain. Mais je pense que la vraie préparation, elle est sur un certain nombre des éléments que je disais avant. Ce qui est important, c'est que ces grandes régions, en particulier l'Europe, se positionnent sur ces filières d'avenir. Et ces filières d'avenir, elles sont réellement là. Et c'est important que les pays européens et l'Europe les soutiennent. Et je dois dire que ce que la nouvelle Commission avait démarré, avait impulsé juste avant le Covid et qu'elle a continué après le Covid, vont à mon avis dans le bon sens. C'est clairement aujourd'hui des filières autour du numérique sur lequel il y a 5 ou 6 technologies clés dans le numérique sur lequel l'Europe peut jouer un rôle. Il y a l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de l'IoT, tout ce qui tourne autour de la 5G, sont des technologies absolument critiques où l'Europe peut avoir un rôle et doit avoir un rôle pour pouvoir mettre en place les infrastructures qui vont être nécessaires pour cette transformation numérique. Moi, je crois beaucoup à l'industrie du futur, sur lequel l'Europe aussi veut jouer un rôle de promoteur d'un certain nombre de filières. Je pense que les filières sont en train de changer. Il y a des filières nouvelles qui émergent. On l'a vu sur la transition énergétique avec l'hydrogène, par exemple. On le voit sur le secteur de la santé, on le voit sur le secteur de la mobilité. Et la mobilité électrique est un enjeu considérable qui est devant nous. Donc je suis assez confiant que si on s'organise, on doit pouvoir mettre en œuvre ces filières. Mais c'est important de le faire maintenant parce que la compétition va être rude. Clairement, on n'est pas les seuls à avoir ces idées et on pense que la plaque européenne est à la bonne maille si on veut créer des champions qui puissent se comparer et faire face aux champions chinois et aux champions américains qui vont aussi émerger dans les années qui viennent. Donc je pense que c'est la bonne maille. Nous, on est tout à fait impliqués sur ces sujets-là. Personnellement, je travaille sur Gaia X, ça a été mentionné avant, et on est partie prenante sur Gaia X, on est aussi partie prenante sur l'industrie du futur. Moi, ce que je trouve intéressant en Europe, et je pense que c'est un élément, on a souvent dit l'Europe est un peu en retard sur l'aspect numérique, c'est pas complètement faux, mais on peut peut-être être en avant sur la transition écologique. Je crois qu'on l'est. On le dit peut-être pas assez, et c'est sûrement un élément sur lequel on peut prendre des positions. Et en tout cas, quand on discute avec nos employés, nos collaborateurs, nos enfants, je pense qu'il y a une motivation en Europe pour être le premier continent qui soit carbone neutral, comme on dit, en 2050. Ça me paraît être un enjeu très important et je pense que l'Europe est le continent où on peut espérer faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va se faire avec beaucoup de technologie et beaucoup d'investissements parce qu'on ne va pas y arriver sans faire tout ça.
Alors, moi, je me tourne directement vers vous, Frédéric Oudéa. Avant de laisser la parole à Anne Bouvreau, j'ai une question, moi, qui me taraude. Justement, on parlait de l'industrie du futur, qui sera certainement verte, écologique, basée sur des énergies vertes. Mais encore faut-il que le système financier européen soit beaucoup plus compétitif. Oui. Oui, compétitif, mais aussi il y a derrière des expertises. Et quand on parle d'hydrogène, quand on parle d'énergie renouvelable, il y a en fait des crédits adaptés. Et je pense que les banques européennes sont très bien positionnées parce qu'elles ont pris effectivement le virage plus tôt. Ce sont plutôt les championnes du monde dans ce domaine. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il faut, et c'est l'ambition des banques européennes en général, continuer à déployer ces financements avec des ambitions considérables. Dans le renouvelable, nous, on peut financer pour 120 milliards. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité pour accompagner justement ces industries dans leur transformation. Et c'est le cas aussi à travers la mise en place de fonds. Nous, on conseille des entreprises qui mettent un fonds sur l'hydrogène, par exemple. Bref, il y a un accompagnement. Alors ensuite, il faut effectivement que ce système soit compétitif. Pour ça, il faut achever la construction de l'Union bancaire européenne et des marchés de capitaux. On a commencé à bâtir une ambition qui était un marché beaucoup plus intégré, finalement qui s'appuierait sur un système financier lui-même plus intégré. Et puis, on s'est arrêté en cours de route. La crise n'aide pas. C'est pas tout à fait la priorité. Encore que, vous avez vu, il y a 2 jours, il y a une décision importante qui vient d'être décidée par les ministres des Finances, qui va quand même dans cette direction. Je ne vais pas entrer dans le détail. C'est la facilité de backup du MES. Mais bref, il faut reprendre ce chantier et l'achever. Et puis, il y a des choses très importantes qui sont faites dans cette année pour la construction du système financier européen. Sur les paiements, et là on touche les enjeux de souveraineté, il y a une initiative, moi j'en avais jamais vu des comme ça décoller comme ça, depuis 25 ans que je suis dans le secteur, c'est l'Union, le pays, en anglais European Payment Initiative, une initiative de 16 grandes banques européennes pour lancer un système de paiement intégré au niveau de l'Europe, avec l'appui des autorités européennes, avec l'appui de la Banque centrale européenne. Alors, on n'en est qu'au début, mais c'est quelque chose de fondamental. L'idée, c'est d'avoir, encore une fois, un système beaucoup plus intégré, préservant la souveraineté dans ce domaine. Et puis, vous avez vu des initiatives prises aussi par les banques centrales, et notamment la BCE, qui commencent à réfléchir aussi, justement, à une monnaie digitale. Pourquoi face à des initiatives de GAFAM et dans le souci aussi de préserver la souveraineté monétaire. Donc, il s'est passé en 2020 à la fois la gestion de la crise immédiate, mais aussi déjà des éléments de la construction d'un futur où, évidemment, le système financier, il y a énormément d'épargne en Europe, énormément d'épargne. L'enjeu, c'est d'avoir un système financier des intermédiaires qui, finalement, irrigue cette épargne, oriente cette épargne là où on le souhaite, vers les financements que l'on souhaite, pour le bénéfice, évidemment, du développement économique de l'Europe. Anne Bouvreau, justement, pour Technicolor, ce sont des données que vous prenez en compte aussi, parce que votre entreprise est mondialisée, elle est américaine. Oui, bien sûr, elle est très américaine, mais c'est vrai que, alors comme tout changement dans le domaine du numérique, et Jean-Marc le disait, et Frédéric aussi, il faut essayer de participer à ces changements autant que possible avec ce dont on vient, et puis il faut y participer au niveau de son entreprise, mais aussi au niveau européen, qui, je suis d'accord, est une maille qui est pertinente. Donc pour Technicolor, les grands clients, c'est Hollywood d'un côté, qui, dans un monde même pré-numérique, nous abreuve tous dans le monde de contenu, mais c'est aussi les grands du streaming, c'est les Netflix, c'est les Disney+, et bien sûr, il y a des plateformes de streaming en France, les Salto, les Orange Cinéma Series, les Canal+, mais c'est vrai que les gros acteurs sont américains, et de ce point de vue-là, il faut jouer avec eux, il faut travailler avec eux, et je salue une initiative de la Commission européenne, je pense que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, il y a eu une réglementation qui a harmonisé d'ailleurs des réglementations nationales, disant qu'il fallait que toutes les plateformes de streaming, les américaines comme les autres, aient dans un pays au moins 30% de contenu européen. Charge à chaque pays ensuite de dire quelle est la part de l'européen ou du national. Ça, c'est vraiment important pour la construction de la brique Europe et puis pour les acteurs
acteurs qui sont basés en Europe. Et par exemple, nous, Technicolor, ça nous a amené à ouvrir des bureaux en Allemagne, par exemple, où on n'en avait pas. Donc ça, c'est un exemple concret de la construction européenne qui est vraiment quelque chose de nécessaire et de positif. Justement, Monsieur Oulagnier, vous parlez qu'il y a bien sûr le monde américain. Je vous laisserai bien sûr tout à l'heure la parole. C'était justement pour vous introduire. Voilà. Et donc, Monsieur Oulagnier, vous parlez qu'il y avait le monde américain, le monde chinois, puis le monde européen, le marché européen. Comment allons-nous faire des traits d'union, on va dire, entre ces trois mondes pour pouvoir justement monter en compétences ? Oui, les traits d'union, ils existent, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, je pense que dans le cadre de notre débat sur l'Europe, c'est que les entreprises, les gouvernements et les consommateurs embrassent ce monde nouveau qui arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le cas. C'est-à-dire que nous, on fait des enquêtes, parce que c'est un peu notre métier de regarder ce qui se passe. Et toutes les enquêtes qu'on a faites il y a quelques mois étaient très tournées sur la crise, effectivement, la gestion. Bon, le moral était plutôt plus ou moins là. Depuis quelques mois, les enquêtes sont complètement différentes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience des acteurs européens sur la nécessité d'accélérer. Et que les acteurs européens étant les gouvernements, étant les citoyens qui sont des consommateurs, étant les entreprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut se préparer à ce monde d'après. Et il y a une volonté, je dirais, c'est ça qui me paraît particulièrement intéressant, c'est de rattraper le retard sur les aspects numériques dans certaines industries en Europe où il y a du retard. Et je crois que ça, c'est un élément important parce que la crise a été une prise de conscience que pour être successful dans ce monde-là, il fallait rattraper ce retard sur le numérique. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience sur le volet écologique. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en avance et qui veulent capitaliser sur cette avance pour avancer. Donc je pense que ces éléments-là sont des éléments un peu d'optimisme qui vont faire que l'Europe est dimensionnée pour faire face à ces deux autres mondes concurrents qui sont là. Mais ça va se jouer dans les 2-3 ans qui viennent. Donc c'est l'enjeu, c'est l'opportunité et c'est ça qu'il faut faire. Alors, petit retard sur le numérique, mais grande espérance sur l'écologie, la transition. Jean-Luc Alavena, ce sont vos tendances aussi ? Nous avons bien sûr créé des équipes qui sont dédiées à ces secteurs nouveaux. Il y a un terme extrêmement important que Frédéric Oudéa a utilisé tout à l'heure, qui est irriguer. Les grandes plateformes d'investissement contribuent à irriguer du capital dans les entreprises et selon différents types de tailles et de secteurs. Ce que nous faisons, c'est que nous quadrillons l'ensemble en cherchant des opportunités attractives et en contribuant à irriguer ce capital pour financer l'économie, financer les entreprises. Dès que des secteurs nouveaux apparaissent, ils sont source d'opportunités pour nous et nous nous y concentrons de la même manière. Donc cet espoir, il est strictement le même, il est source d'opportunités et de capacité de déployer du capital. Deuxièmement, les plateformes dont je parle, celles d'Apollo ou les autres, ont aujourd'hui entre 300, 400, 500 milliards sous gestion. Il faut qu'on arrive à développer des plateformes de même nature en Europe, ce qui n'est pas le cas. Ce métier est d'origine, je le disais, très fortement américaine, anglo-saxonne. Et l'écosystème européen, nous nous y sommes intégrés progressivement. Il y a beaucoup de passages de culture, il y a beaucoup d'adaptations. Ça s'est fait très rapidement parce que c'est dans la dernière décennie. Et aujourd'hui, je pense qu'on a le droit de dire, d'ailleurs je ne pense pas que je serais à cette tribune si cette table ronde s'était déroulée il y a une dizaine d'années. C'est une très bonne preuve, c'est que nous sommes des investisseurs dans un nombre croissant de grandes entreprises et que cette place se prend au fur et à mesure. Et elle se prend avec l'accroissement des capitaux que nous gérons. Il y a une dimension européenne qu'il faut arriver à créer parce que plus de la moitié des équipes de gestion d'actifs dans le monde, et puis d'ailleurs la moitié des capitaux gérés, se trouvent aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des équipes européennes de très grande qualité qui ont émergé, et quand je vois le thème de cette table ronde, on a traité à peu près chacun des mots, fédérer un écosystème vertueux pour créer de la valeur européenne. Je pense que nous faisons partie de l'écosystème vertueux. La création de valeur est extrêmement claire si on regarde la performance des entreprises dans lesquelles sont entrés des fonds de private equity européens. C'est probablement l'évolution et la croissance des 10 prochaines années. Et pourtant, il y a des grands chantiers qui vont aujourd'hui, en tout cas en Europe, en tout cas être lancés, surtout dans le secteur financier. J'aimerais savoir sur la question de la gestion des données, qui est quand même au cœur, on va dire, de la responsabilité des banques. Comment est-ce que
aussi. La gestion des données, c'est quand même assez important pour la confiance. C'est indispensable. Comment vous abordez cette question ? Bien entendu, nous sommes des acteurs. Le secteur bancaire a énormément de données et nous nous inscrivons. Et c'est une des spécificités aussi, quand même, un peu de l'Europe. Hein. On parlait d'une avance, en tout cas, probablement dans la réflexion sur la transformation énergétique. L'Europe est probablement aussi en pointe dans la détermination d'un cadre de protection des données qui est certainement, évidemment, très différent et qui peut expliquer aussi peut-être parfois certains retards dans la mise en place opérationnelle de certains modèles digitaux. Nous, évidemment que c'est un enjeu fondamental pour nous. Vous savez, on a des règles qui s'appellent GDPR et qui sont fondamentales pour préserver effectivement la réputation de la banque, protéger les données de nos clients. Et nous avons encore une fois des données sur la vie de nos clients. Ensuite, je pense que la donnée, la manière dont je le présente à mes équipes, c'est une nouvelle ressource rare. C'est-à-dire que grâce à la donnée, nous, on gère du capital, de la liquidité, c'est pour assurer la protection de la banque. Il y a une troisième ressource rare qui s'appelle la donnée et qui va nous permettre de faire notre métier mieux, à la fois pour la capacité d'être encore plus pertinent dans la qualité de l'information et des conseils que l'on donne, pour répondre à des nouveaux besoins. On parlait de transition énergétique et écologique. Nous allons avoir besoin de données qui aujourd'hui n'existent pas, que nous sommes en train de structurer, avec du vocabulaire. Vous savez, on parle de taxonomie. On parle beaucoup de transformation énergétique, mais il n'y a pas de normes et de standards établis. Donc il va falloir aussi se mettre d'accord pour vérifier la manière dont les gens parlent de ces objets et derrière les données correspondantes. Donc c'est des grands chantiers que nous sommes en train de lancer. Et puis bien sûr, même pour gérer les risques, parce que les données, les risques, ça n'est qu'une somme de données intelligemment exploitées. Donc c'est vrai que quand je pense au monde de nos 10 prochaines années, j'insiste énormément, les données et l'intelligence artificielle au service de meilleures décisions, de banquiers qui auront du temps libéré grâce à ces technologies, c'est au cœur de notre démarche stratégique des 10 prochaines années. Jean-Luc Alavena, rassurez-nous, la France a du retard ou elle comble son retard en fin de compte pour créer cette nouvelle industrie vertueuse, cet écosystème qui ferait le poids? Non, elle comble le retard. Elle comble le retard. Vous le voyez, il y a une institution qui s'appelle France Invest qui représente tous les fonds qui investissent en France et les capitaux collectés, les capitaux investis sont en croissance régulière depuis une dizaine d'années. Des équipes qui opèrent, quel que soit d'ailleurs le lieu, que ce soit Londres, Bruxelles, Paris ou d'autres villes, elles contribuent à investir dans des entreprises européennes et pas strictement pays par pays. L'approche des équipes comme les nôtres, qui sont de taille importante, n'est pas de savoir si elles se jouent dans un pays spécifique, c'est où sont les industries dans lesquelles nous investissons. De ce point de vue-là, tout le travail que fait l'IDAT pour promouvoir les industries de ces secteurs est un travail qui montre qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que du capital va se déployer et continuer à se déployer pour le développement de ces activités digitales. Donc il y a un développement qui a été continu et qui va se poursuivre. Bonne nouvelle. Lucie, si je peux me permettre, je ne voudrais pas finir cette table ronde sans qu'on parle des talents, parce que je pense qu'un des éléments qui fait et qui va être intéressant en Europe, c'est la qualité des talents. Et ce monde numérique dans lequel on va rentrer va être aussi un monde de talents. Et l'Europe a une carte à jouer parce qu'on a un système académique de grande qualité et qui peut nous permettre de nous positionner bien. Moi, je vois au niveau d'Accenture, j'étais très fier, on a signé la semaine dernière une charte de partenariat avec l'Institut Polytechnique de Paris. J'ai fait ça aux États-Unis dans mon précédent rôle. C'est comment on associe le monde de l'enseignement et le monde académique dans la gestion de ces challenges nouveaux. Et je pense que c'est un élément aussi motivant pour les jeunes qui aujourd'hui ne trouvent pas toujours de job, mais quel est le rôle du monde académique et le talent qu'on a en Europe. Et ça, je le vois tous les jours dans mon entreprise, mais je le vois tous les jours aussi avec les gens avec qui je parle. C'est un élément très important et on est fiers de ça. Et il faut qu'on continue à l'entretenir parce que ça sera sûrement un élément qui va être derrière tout ça.
Anne Bouvreau, je sais que vous insistez beaucoup sur les compétences je suis des talents. complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et je citais l'école des Gobelins dans le domaine de l'image et de la créativité. C'est vraiment un des savoir-faire de la France. Il y a des gens qui travaillent chez DreamWorks, chez Disney, etc., qui sont des Français et qui sont excellents dans ce domaine-là. Donc je crois vraiment beaucoup à la conjugaison de l'excellence académique, et on a des très très bonnes écoles dans plein de secteurs en France, avec l'entreprise et de pousser les entreprises dans cette direction-là. Vous voulez rajouter peut-être un Oui, mot peut-être juste aussi dire qu'effectivement, d'une certaine manière, en cette fin 2020, l'Europe aura été plus impactée par la crise que les autres continents, malheureusement. Deuxièmement, l'Europe va un peu moins vite dans la prise de décision par la construction même de ce qu'est l'Europe. Il faut probablement accélérer. Moi, je regarde aussi les choses positives. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. La prise de conscience est là, plus forte. Et d'une certaine manière, encore une fois, cette rivalité qui existe et qui se matérialise de plus en plus entre les États-Unis et la Chine, évidemment, impose à l'Europe de réagir. Et puis, en 2050, il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. Ce sont nos voisins. Et je pense que quand on parle de ce dont on parle, c'est 10, 20, 30 ans. Ce n'est pas le prochain trimestre. Et là, je crois qu'il y a une opportunité extraordinaire pour l'Europe. 2 milliards de consommateurs, une économie qui doit se développer localement. Il y a une vraie opportunité et je pense que l'Europe devrait aussi se saisir plus collectivement de cet enjeu. Un mot pour conclure, Jean-Luc Calavina. Non, c'est bon. Non, rien ne vous... Non. Ah non, la jeunesse... tout me passionne, y compris ce que vient de dire. La jeunesse, bien sûr, parce qu'elle vient dans nos équipes et elle contribue à développer les entreprises dans lesquelles nous investissons. Et ce que vient de dire Frédéric est une autre source de développement pour nous. Effectivement, l'Afrique est un continent où les fonds d'investissement sont très peu présents pour le moment, pour de multiples raisons, et qui va être aussi un potentiel de croissance de la prochaine décennie. Donc l'Afrique, continent d'avenir. Bien, je vous remercie beaucoup d'être intervenus lors de cette table ronde. Merci Jean-Marc Olagnier, Frédéric Oudéa, Jean-Luc Calavina et Anne Bouvreau. On se retrouve tout de suite pour notre dernière session de débat, toujours en direct du Palais Brongniart. Je vous remercie beaucoup. Un débat qui sera animé par Jean-Christophe Tortora. Le sujet, c'est un projet digital et industriel pour une Europe ouverte aux partenariats internationaux. On se retrouve tout de suite.